Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir pour cette nouvelle édition de Entretien avec. Notre invité ce soir est une figure emblématique de la défense des droits humains en Afrique centrale, militante engagée, actrice de la société civile. Elle est directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC. Après plusieurs mois d'absence pour des raisons dont elle nous révélera certainement les contours, marqués également par des turbulences institutionnelles et judiciaires autour du REDAC, Maximilienne Ngombe est de retour au Cameroun. Avec elle, nous reviendrons sur l'actualité récente. La situation juridique donc du REDAC s'est démêlée avec l'administration, l'état des droits humains au Cameroun, ainsi que les grands enjeux politiques et électoraux de l'heure. Dans cet exercice, elle a bien voulu nous accorder cette exclusivité et nous lui disons grandement merci. Madame la directrice exécutive, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de cette amitié que vous nous renouvelez. C'est un plaisir partagé. Pour discuter des grandes questions de l'actualité avec nous. D'abord, on va peut-être revenir, hein. On l'a dit à l'époque, vous êtes de retour au Cameroun après un séjour à l'étranger. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, je vais mieux. J'ai été très malade. Okay. Parce que il faut pas refuser aux Camerounais ou bien au peuple de savoir si vous allez mieux ou pas. Il ne faut pas cacher ce que l'on pourra savoir demain. J'étais très malade. Cela a été dû au choc psychologique et moral par rapport à tout ce qui s'est passé au REDAC, parce que c'est des choses qu'on ne s'attend pas du tout. Mais la solidarité nationale, régionale, internationale m'a accompagné et puis mes enfants, je rends un hommage, un vibrant hommage à mes enfants. Qui se sont mobilisés pour que j'aille mieux. Donc je vais mieux. Ce n'est pas la grande forme, mais elle viendra tout doucement. C'est ce que le médecin m'a conseillé. D'accord. D'aller tout doucement. Alors ce retour pour vous marque-t-il un nouveau départ personnel, professionnel pour vous, pour le REDAC, pour vos activités, pour la lutte pour plus de droits humains au Cameroun? Je pense que ce n'est pas une étape particulière. Ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que la vie, elle est faite ainsi. On ne peut pas être tout le temps en santé, on ne peut pas être tout le temps en harmonie. Bon, donc il faut savoir apprécier chaque moment. Et donc c'est une continuité d'une vie. Ce n'est pas une question particulière. Je n'ai pas changé. Rien ne va changer en ce que je suis, en ma capacité d'être du côté de ceux qui sont vulnérables, à ma capacité de toujours, de mon patriotisme, parce que le patriotisme, ce n'est pas seulement de gronder, c'est aussi de dire on peut faire autrement, on peut avoir un dialogue social, institutionnel ou informel, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un vivre ensemble, le bien-être, qui est le respect des droits humains. Donc, je pense que 32 ans de mon militantisme, j'ai toujours mis cela en avant. Donc, je n'ai pas quelque chose de particulier. C'est bien moi, globalement. Dans quelle mesure cette période de soins, ou du moins cette période de soins, a-t-elle changé votre regard, votre lecture, votre engagement militant, des batailles que vous menez? Est-ce que ce retrait ne vous a-t-il pas effrayé, ne vous a-t-il pas dit le combat est rude, le combat est féroce? Oui, il faut dire la vérité, c'était pas facile. Okay. C'était pas facile, parce que sans vouloir entrer dans les détails, c'était pas le palu, c'était très difficile. Et savoir que c'est lorsque vous êtes pratiquement à la fin que vous chopez ce genre pas de maladie, je veux dire, mais bon, c'est la maladie, de choc. Et alors que vous avez tout donné pour votre pays et pour l'Afrique centrale, c'était effrayant de savoir que parce que vous avez tout donné, parce que je ne serais
partie depuis, parce que comme vous le savez, c'est depuis plus de 30 ans que je donne. J'ai fait partie de mes enfants en exil quand ils étaient mineurs pour rester là. Donc je serais partie. Il n'y a aucun pays au monde entier qui pourrait me refuser soit l'asile, soit un statut de réfugié. Mais c'était un choix de ne pas partir et d'être là pour aussi apporter... donc c'était pas facile. À un moment donné, il m'est arrivé de dire tout ça pour ça. Mais bon, chaque fois, je voyais mes petits, mes enfants qui me disaient, maman, mais c'est toi qui avais dit que tu ne veux pas partir de ton pays, donc tout ça va être pour ça. La seule chose, c'est qu'il faut que tu tiennes. D'accord. Et il ne faut pas que tu sombres, parce que j'avais deux choix. Soit je sombre, et peut-être je reste définitivement là-bas, peut-être dans, je sais pas, dans un hôpital, c'est pas quelque chose de ce genre. Soit je me bats, et je me suis battue pour être debout et pour rentrer. Donc, oui, il y a des moments où je me suis posé des questions, oui. Mais pas vraiment pour être abattue. La preuve, je suis là. Avez-vous senti... Apparemment, je suis même encore plus belle et plus pimpante. Peut-être voilà. Plus forte aussi, plus dynamique. Oui. Plus éveillée pour... Peut-être pas plus dynamique, ça viendra progressivement. Donc, je voudrais... Vous êtes encore sous une forme de rééducation. Oui, et je voudrais vraiment de l'indulgence des téléspectateurs s'il y a un manquement. Ça pourrait être... C'est ma première sortie, ça pourrait être aussi dû à cela. Mais ça viendra. Alors, avez-vous senti durant cette épreuve une forme de solidarité autour de vous, ici au Cameroun ou ailleurs? Oui. Cameroun, Afrique centrale, solidarité par des messages. Parce qu'il y avait des moments où je ne pouvais pas prendre le téléphone, mais je voyais les messages, solidarité financière, solidarité matérielle. J'ai tout reçu. Alors, c'est pour cela que je fais mien un prélat qui a fait sien ce slogan de l'ordination à qui on a donné gratuitement, il faut donner gratuitement. Et c'est là que j'ai vu que peut-être que c'est parce que depuis 30 ans, j'ai donné gratuitement. Ce n'est pas une question d'argent, j'ai donné gratuitement de mon temps, de mon oreille, de tout ça. Et donc, en retour, j'ai beaucoup reçu, gratuitement. Si ce n'est pas curieux ou plus curieux que cela, le soutien vous venait aussi de vos adversaires de combat, le gouvernement? Certains. D'accord. Certains. Je ne les citerai pas. Non, pas du tout, peut-être pas. Certains, oui. Mais pour comprendre un peu le contexte. Si, certains, oui. Certains du Cameroun, certains de l'Afrique centrale, du Tchad, du Gabon, si, certains, oui. Sachant néanmoins que votre situation, votre état est un peu aussi causé par ce que vous avez vécu sur le plan... Mais c'est ce que je venais de dire. C'est le choc émotionnel, le diagnostic était clair, c'est le choc émotionnel et le choc psychologique qui m'a conduit à cela. Ça n'a pas empêché que les membres du gouvernement et autres... Certains, je n'ai pas dit les. Ah d'accord. Il y a certains. Et de toutes les façons, il ne faut pas penser que... Je n'ai jamais pensé que le gouvernement reste assis. Alors c'est assis. C'est un bloc homogène. Non. Peut-être, mais c'est assis pour dire il faut absolument faire du mal ou bien il faut absolument faire ça. Je n'ai jamais eu ce sentiment. J'ai toujours dit ici, peut-être il y a des malentendus ou bien des rapports erronés qu'on vous apporte, ou bien des situations. Et puis bon, au lieu que les gens prennent la peine de vérifier, de venir auprès, bon, peut-être, voilà. Mais moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu un bloc pour cette affaire-là. Donc, j'ai reçu beaucoup de personnalités qui m'ont apporté leur soutien. D'ailleurs, c'est pas parce que j'avais fait un post, vous rendez. Donc, je pense beaucoup ont lu et beaucoup m'ont écrit en disant oh là là, on ne savait pas. Donc, restez forte, voilà. Et je leur remercie d'ailleurs. C'est l'occasion de remercier tout ce monde-là, tout ce monde-là on en a besoin à ce moment-là. Parce que souvent, on a l'impression que c'est la famille nucléaire. Mais lorsque vous êtes à ce stade et que vous voyez toute la solidarité qui vient de part et d'autre, c'est là que vous vous rendez compte que le monde est formidable. Il faut le vivre avec amour, il faut le vivre sans rancœur. Et je pardonne aussi
Et vraiment, là, on est dans le mois du carême. En toute sincérité, je pardonne à tous ceux qui ont pensé, à tort, à raison, que en nous mettant dans ce genre de situation, peut-être que ça sera terminé pour nous. Je leur pardonne et je les pardonne sincèrement. Et je n'ai pas de rancœur et sans rancune. D'accord. Alors, les autres sources ou les autres institutions de soutien, organisations internationales, les États, quel type de structure, je veux dire? Il y avait beaucoup de soutien sur le plaidoyer. Il n'y a que ma famille et mes amis proches sur le plan financier, mais sur le plan de plaidoyer, sur le plan de l'action judiciaire et autres. Judiciaire pour que des choses se calment. Je pense que les États membres ont fait beaucoup aussi. Là même, la Commission nationale des droits de l'homme ici au Cameroun, je voudrais quand même dire merci à son président. Professeur James Mongué Kobia. Oui, il a été d'une empathie sans précédent. Vraiment, il m'a beaucoup surpris. Hein, il y a des choses comme ça dans votre vie, des gens rentrent dans votre vie subitement et ils vous surprennent. Lui, il m'a surpris. Et il s'est battu jusqu'à la fin. Et vraiment, j'espère qu'il fera ça pour tout le monde et que ça ne va pas s'arrêter sur moi. Bon, on va parler du REDAC. Oui. Sans risque de heurter à nouveau votre... on l'a dit. Je préfère quand même qu'on ne... Pour des raisons... Non, on va y aller doucement. Oui, parce que je n'ai pas envie de retourner vers le passé. Si c'est pour aller vers l'avant, ça m'arrange. Je comprends ça. Mais cela dit, il faut déjà qu'on fasse une forme d'état des lieux. Oui. Qu'on essaye de voir d'où on est parti. Bien entendu. Comment ça a évolué. Bien entendu. Et quel est l'avenir. Le REDAC a donc connu une période difficile avec la mise sous scellé administrative de ces locaux. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de tout cela, de cette décision? Peut-être que j'ai même oublié, pour dire vrai. Vous avez eu des pertes de mémoire aussi durant cette période? Non, peut-être pas. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse un certain chemin pour ne pas replonger, parce que je faisais des cauchemars tout le temps. Quand je voyais ça, ça a été très difficile. Donc j'ai oublié beaucoup d'étapes. Et pour ne pas dire des contre-vérités ou bien ne pas relater exactement ce qui s'est passé, je préfère juste vous dire que c'est très difficile. D'accord. C'était difficile parce que la seule chose que je retiens, c'est que c'est sur les réseaux sociaux et j'ai vu, c'est un post d'un certain monsieur Essombe où il a dit 17 heures le REDAC suspendu. Donc, j'étais pas là, j'étais pas là et j'ai cru. La seule chose aussi que je sais, c'est que la veille, j'étais allée prendre mes enfants à l'aéroport. Mes enfants que j'ai fait partir pendant plus d'une décennie et qui revenaient pour la première fois et que j'ai accepté qu'ils viennent et qu'ils ont revécu. Ils ont vécu à nouveau, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire qu'ils sont partis dans des circonstances... En 2013, oui. Voilà. Vous étiez en plein combat. Oui, ils ont pris peur. On n'a pas pris peur. On a abusé de ma fille sexuellement. Tout le monde le sait. Le monsieur Victor Ndoki, qui était à l'époque, je le sais. Donc c'est suite à cela, il fallait que je parte avec les enfants. J'ai préféré les laisser mineurs. Forcé. Oui. Et donc, c'est la sécurité. Voilà. Et c'est la première fois qu'ils rentrent pour qu'on passe Noël ensemble. Et je devais, et pour fêter mon anniversaire, que je les ai cherchés vendredi. Je suis partie avec eux au village parce que je voulais un peu commencer par là. Et c'est de là, dans la voiture, que j'ai vu que le REDAC, je ne leur ai rien dit parce que je tremblotais. Donc c'est tout ce que je vois. Et je ne sais plus comment j'ai fait. Je ne sais même plus comment ils sont rentrés. Je ne me rappelle plus. Je sais seulement qu'ils m'ont dit, maman, c'est bon pour nous. Ils reviendront plus. C'est bon. Je supplie. Mais je pense que ma maladie leur a fait changer d'avis. Je pense, je l'espère. Parce que je leur ai dit, moi, je ne peux pas venir rester en Europe. Donc, c'est vous qui serez obligés
devenir. Bon, j'espère que ça va changer, j'espère. Comme je dois aller de temps en temps pour des contrôles. Pour un suivi, absolument. Donc, on reparlera de ça tranquillement. Mais permettez que c'est tout, c'est tout ce qui me revient pour cette séquence-là. Voilà. Mais est-ce que, après, avec un peu de recul, vous avez quand même eu les motivations réelles de cette mesure-là? Vous vous dites qu'est-ce qui peut avoir justifié, qu'est-ce qui peut avoir poussé l'autorité administrative à en arriver jusque-là? Jusqu'à aujourd'hui, non. Je sais qu'on a essayé de comprendre, on a envoyé, comment vous appelez ça, une lettre, quoi, gracieux là. Un recours gracieux. Un recours gracieux. Et on a même demandé à prendre un rendez-vous pour qu'on discute. On n'a pas eu de retour. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. C'est derrière nous maintenant. Parce qu'il faut aussi dire que lorsque vous êtes dans la vérité, lorsque vous êtes juste, il y a toujours des difficultés, mais un jour, ça va s'éclaircir. Alors, n'empêche que vous avez quand même, sur le plan juridique, essayé de faire entendre votre Oui. voix, votre droit. Oui. Quelles sont les procédures, quelles sont les initiatives qui ont été véritablement prises, quels sont les arguments qui ont été... Il y a eu beaucoup de procédures qui ont été annulées. Enfin, les juges se sont déclarés incompétents. Je n'ai vraiment pas la liste, parce que c'est les avocats qui étaient... devant. Et puis, je voudrais rendre hommage à ces avocats bénévoles volontaires. Comme un seul homme, ils ont dit, pour eux et pour nous, c'était injuste. Ils ont dit, on va se battre pour cette association que tout le monde a vue, pas seulement au niveau du Cameroun, mais au niveau international, même au niveau régional. Et donc, ils ont introduit plusieurs recours, recours gracieux, plusieurs dossiers au niveau de la justice. J'ai vu même qu'il y a un dossier qui a été déclaré, le juge a déclaré incompétent. On a mis ça sur les réseaux sociaux comme si c'était un trophée. J'avoue que je ne comprenais pas pourquoi on met c'est pas une décision de justice par rapport à une petite association, une association. Pour l'État, on met ça sur les réseaux sociaux pour démontrer que le juge s'est déclaré incompétent. Quel était l'objectif de nous faire un peu plus mal, de partager cela? Sauf que nous, lorsque l'ultime dossier est arrivé et que le juge s'est déclaré compétent à ordonner la levée de scellé, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu nous jubiler, parce qu'il ne s'agit pas des vainqueurs ni des vaincus. Il s'agit de rétablir la justice et de ne pas faire à ce qu'il y ait tout le temps des gens qui souffrent dans l'injustice. Donc il n'y a pas un vaincu, il n'y a pas un vainqueur, il y a simplement que le droit a été dit et nous saluons une fois de plus, n'est-ce pas, cette justice-là qui peut aussi dire le droit. Cela dit, je vais rapidement le rappeler. Le ministre de l'administration territoriale avait pris un arrêté le 6 décembre 2024, suspendant le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Donc, de 3 mois. Pour 3 mois, voilà. Et ça fait 11 mois. 11 mois. 11 mois. Vous avez des jeunes. Il faut d'abord rappeler que nous n'avons pas de subvention de l'État. Donc, nous nous battons. Parce que pour avoir un projet, pour qu'un projet soit validé, vous devez vous battre. Ça peut faire des négociations même d'1 an. Les fonds qui arrivent dans ce pays, au REDAC, sont tracés avec des contrats. Ce sont des gouvernements bien connus. Je l'ai toujours dit ici, le Canada, les Nations Unies, même le Quai d'Orsay nous avait donné un peu d'argent, la Grande-Bretagne, l'ambassade, les États-Unis. Donc, l'Union européenne, je pense. Non, le REDAC, c'est via d'autres partenaires que nous sommes, par exemple, partenaires de mise en œuvre, mais nous n'avons jamais reçu à diriger l'argent de l'Union européenne. Donc, c'est connu, c'est traçable, c'est avec des contrats. Donc,
J'avoue que... Bon, je voudrais rappeler un peu les termes quand même de la suspension, on l'a dit pour 3 mois, même si le timing allait au-delà. Alors, les accusations de financement illicite et de non-respect des dispositions légales. Le REDAC manipule autant d'argent. Vous avez beaucoup d'argent au REDAC. J'en sais rien. Si la Vous personne... avez des comptes fournis. Qu'est-ce qu'on appelle même financement illicite? Financement illicite, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Donc, à partir du moment où les sources sont connues, est-ce que ça peut encore être des financements illicites? Puisqu'il suffit d'appeler le Global Affairs, ils vont vous dire oui, nous avons donné des financements. Ils vont même vous donner le montant. Il suffit d'appeler la National Endowment for Democracy, ils vont vous dire oui. Il suffit d'appeler, aller à l'ambassade, au commissariat de Grande-Bretagne, ils vont vous dire oui. Il suffit d'aller à l'ambassade de France, ils vont vous dire oui. Ils vont vous donner le montant. Donc, honnêtement... Alors, la justice vous a donné raison, la mesure a été levée. Mais est-ce que depuis la levée de la mesure, vous fonctionnez normalement, légalement, administrativement, sans autre forme de tracasserie? Non, on n'a pas de problème. On n'avait plus de pression, les comptes ont été, pas de compte saisi, rien du tout? Non, on n'a jamais saisi les comptes du REDAC. D'accord. On n'a pas saisi les comptes du REDAC. Il y a une banque, je ne cite pas son nom, encore alors que c'est avec cette banque on avait logé tous les financements, mais avec des comptes différents qu'ils ont unilatéralement, nous avons appelé dès qu'ils ont eu la mesure de rompre le contrat. Donc on a pris l'argent en liquide qui était dedans. Non, les comptes n'ont pas été scellés. De toute façon, on n'en avait rien parce qu'eux-mêmes savaient combien c'était dedans. Donc, non. Donc nous fonctionnons normalement. Les partenaires qui nous ont apporté leur appui n'ont pas cessé de nous apporter l'appui. Parce que le problème avec le Cameroun, c'est que vous pensez que le REDAC ne fonctionne qu'au Cameroun. Même pendant la suspension, il y a quand même les activités du Tchad, de la RCA, de la RDC. Il faut quand même les faire. Donc là-bas, on les faisait avec même les autorités de ce côté-là. Donc, il n'y avait pas... La seule chose qu'on n'avait pas, c'était des bureaux qui étaient fermés avec tout ce que cela a comporté comme... Le suivi des dossiers. Ce qu'on a comporté comme dégâts. Parce que je vais vous dire, c'est grave. On en parle dans une minute. Ouais. Pour savoir, dans les autres pays, durant cette période, ou du moins depuis l'existence du REDAC, avez-vous les mêmes formes de pression? D'abord, exercez-vous les mêmes activités dans tous les pays? C'est les mêmes. Identiques? Identiques. Défense des droits humains, protection des défenseurs, interpellation du gouvernement, dénonciation. Vous n'avez qu'à voir dans notre site parle de lui-même, les rapports, le monitoring des élections, les rapports sur les élections, la présentation officielle. Donc toutes les activités que vous voyez ici, c'est les mêmes qui sont menées. Souvent j'y vais, souvent par les coalitions pays, mais c'est les mêmes. Parce que vous ne pouvez pas faire puisqu'on a des mêmes problèmes. Absolument. Par exemple, le plaidoyer pour pour l'adoption des lois. D'ailleurs, au niveau de la RCA, on a adopté la loi. C'est quand même nous qui avons fait le plaidoyer. En RDC, c'est déjà adopté. Au Gabon, c'est déjà adopté. Ici, on est depuis au moins 2021, on est en plein. Donc, c'est les mêmes activités. Il n'y a pas de... Dans ces pays, l'administration ne vous... Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Il y a des moments où ce n'est pas ça. Voilà. Mais le problème dans les pays, c'est qu'on peut discuter. C'est-à-dire qu'on peut discuter par exemple avec le ministre des Affaires extérieures, on peut discuter par exemple avec le ministre de l'Intérieur, on peut discuter pour son représentant, donc on peut discuter pour comprendre. D'accord. C'est ça la différence, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous ne savez pas avec qui vous pouvez discuter. Mais là-bas, on peut discuter. On peut même discuter avec les proches du président de la République, qui vous dit, bon, madame, la directrice, là, vous avez fait fort. Et puis, on va dire, bon, d'accord, mais bon, les mesures. Et puis, on peut discuter aussi de la façon dont on peut peut-être mettre... on a peut-être arrêté un avocat, un journaliste, on peut discuter. Dès qu'ils voient, par exemple,
notre communiqué de presse ou autre, ils peuvent dire, bon, voilà, peut-être c'est pas les faits, mais bon, même comme ça, on peut quand même les laisser, mais dites-leur que... Voilà, donc on discute, on trouve toujours un terrain, n'est-ce pas, d'entente. C'est ça que j'ai apprécié dans les autres pays, même la preuve, la dernière fois, à l'élection présidentielle en RCA, puisqu'on a fait avant des formations, et donc on avait donné notre point de vue, code d'éthique. En tant qu'observateur? Oui, non, avant. Ah, d'accord, En disant, en appelant à des élections pacifiques, que ça ne doit pas devenir la guerre, que ce qui s'est passé au Cameroun ne doit pas aussi se passer en RCA parce que ça risque de s'embraser. Vous avez vu, je ne dis pas que ça a été parfait, mais au moins ces recommandations-là ont été prises en compte et les élections se sont passées pacifiquement. De façon générale, dans l'ensemble. Et après, le président a reçu les quelques opposants qui commençaient à faire des petites manifestations. Il a dit, laissez-moi les recevoir pour qu'on en discute. Il les a reçus. Et donc, tout est revenu à nous. Chacun peut rester dans son couloir, mais tant qu'on ne discute pas, tant qu'on ne se parle pas, on ne peut pas savoir ce qu'on vraiment qui nous unit ensemble. Donc, il faut discuter. Peut-être, il y a des malentendus qu'on peut élaguer au lieu de rester campé. Parce que de toutes les façons, même si on reste campé, il s'agit de notre pays, il s'agit du bien-être des Camerounais, et ça ne peut pas être éternel. On ne peut pas rester éternellement campé comme ça. De façon générale, avez-vous le sentiment, vous, Reda, que les gouvernements des pays dans lesquels vous avez vos activités vous considèrent-ils comme un caillou dans la chaussure? Non, je ne parlerai pas de gouvernement. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai quand même voyagé en Afrique centrale. Hein. Ça fait quand même depuis 2010 que je gambade en Afrique centrale. Au Cameroun, je gambade pour les 10 régions. Non, je ne... Il ne faut pas globaliser le gouvernement. Le gouvernement n'a pas pour vocation d'ailleurs d'avoir la société civile comme un caillou dans la chaussure. Son plan d'action, c'est d'avoir la société civile comme un acteur de veille qui lui permette, n'est-ce pas, de réajuster son fonctionnement lorsque on attire son attention sur ceci ou cela. C'est ça son plan d'action. Mais ce n'est pas d'être le caillou dans la chaussure. Si c'est ça, ça veut dire qu'il n'y aura même pas une politique globale, n'est-ce pas, de la prise en charge des personnes qui souffrent, parce que les droits de l'homme, c'est quand même le poumon du développement. La preuve, nous voyons très bien depuis que les droits de l'homme sont de façon violés de façon un peu arbitrairement au Cameroun. Nous voyons que le développement ne suit pas. Le développement ne suit pas. Il va falloir que nous regardions, n'est-ce pas, dans le miroir et que nous voyons très bien que le lien qui est entre le respect des droits de l'homme et le développement, c'est un lien solide. Parce que c'est ça qui instaure la paix, la cohésion sociale. N'empêche que quand on discute avec certains responsables, soit gouvernementaux, soit de l'administration, je ne sais pas si vous avez la même perception, c'est un peu comme si vous êtes l'empêcheur de tourner en rond. Fermez vos yeux, on a nos défis, on a nos enjeux, ces opposants ils parlent trop, les autres là il faut les recadrer un peu. Oui, vous dites bien, mais c'est normal. En aucun moment on ne peut pas... notre rôle c'est de parler trop. Il faut que ce soit clair. À partir du moment où vous ne parlez plus trop, il n'y a plus de contrepoids. Il n'y a plus. Il faut qu'il y ait un contrepoids pour dire attention. Là, on est en train de... Sinon, ça va être... ce n'est même plus l'anarchie, mais ça va être le désordre total. N'importe qui va se lever pour dire, bon, je fais la peau à M. Dipida Tongo. Non, il faut qu'il y ait des gens qui parlent trop et nous devons parler trop. C'est même si on parle moins que ça doit interpeller. Si on commence à parler moins, ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne faut pas qu'il y ait un problème. Il faut qu'on nous laisse parler trop. Maintenant, c'est normal qu'ils disent
qui ait une certaine perception. Mais une perception ne peut pas être un postulat, ne peut pas être quelque chose qui est vrai. Vous pouvez percevoir quelque chose, mais il ne faut pas en faire, n'est-ce pas, absolument, comme une certaine un théorème, hein, n'est-ce pas, voilà, x plus x égale, je ne sais pas, 2x. Non, on peut dire, mais là, bon, j'ai entendu souvent certains qui me sont d'ailleurs proches, qui sont d'ailleurs des gens avec lesquels je m'entends très bien, que la main, ah, tu as fait fort. Je dis, mais c'était pour que je fasse fort. Après, ils me disent aussi, mais c'est aussi ça le patriotisme. Parce que je ne sais pas pour ce qu'on met sur le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas de venir dire que vous êtes beau, vous êtes chaud, il n'y a rien, alors qu'il y a des choses. Le patriotisme aussi de dire à ceux qui gouvernent qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. C'est pas non plus noircir l'image de son pays. Non, je ne sais pas ce qu'on appelle noircir. Alors, noircir l'image du pays, c'est aussi de montrer que là où c'est pas beau, vous dites que c'est beau. Ça aussi, c'est noircir. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le monde est globalisé. Absolument. Et globalisant, que même si on ne parle plus, d'ailleurs, ça fait depuis octobre, non, depuis septembre que je ne parle plus. Est-ce que, je parle de moi, est-ce que le monde entier n'a pas vu qu'il y a des violations des droits humains? Non. Au contraire, il faut avoir ces personnes-là qui parlent. Ce qui dérange ici, ce qui dérange, et ça dérange, c'est de ne pas avoir un interlocuteur dès que tu as fini de parler comme ça pour te dire, bon, venez alors un peu, on discute. Hein, voilà les griefs. Qu'est-ce que nous, voilà ce qu'on pense. Mais c'est-à-dire que vous allez trouver ceux qui vont vous dire que non, vous ne faites pas assez contre les empoisonnés, vous ne faites pas... Mais comme j'ai souvent dit, les empoisonnés sont des hors-la-loi. Comment on voudrait nous faire croire que nous devons absolument tout le temps parler des hors-la-loi? Cela veut dire que nous mettons notre État, notre cher et beau pays, l'État, au même pied d'égalité que le hors-la-loi. Oui, mais les pouvoirs publics, et là on rebondit peut-être, on va revenir sur le fil. On rebondit peut-être sur un éditorial qu'avait produit le chef de la division de la communication au ministère de la Défense, le colonel Atonfag, rappelait effectivement que vous, des organisations de défense des droits de l'homme, on ne vous entend pas beaucoup quand l'autre côté des personnes armées qui n'ont pas le droit d'être armées commettent des exactions, on ne vous entend pas beaucoup. Mais dès que ce sont les forces publiques, vous êtes sur tous les toits du monde entier. Oui, mon ami et frère sait très bien que, oui, il faut écrire, mais il faut pas non plus... Il sait bien, très bien ce qu'on appelle un État, et c'est bien ce qu'on appelle des rebelles. Il sait bien le corpus judiciaire. Les rebelles et les terroristes et autres ne font pas partie, n'est-ce pas, d'un État qui s'est engagé, n'est-ce pas, à protéger les personnes et les biens. Protéger les personnes et les biens, c'est lutter contre le terrorisme. Et nous sommes d'accord là-dessus. Ce n'est pas le problème. Protéger les personnes et les biens, c'est lutter contre les personnes armées qui veulent déstabiliser le pays. C'est normal. Ce n'est pas le débat. Le débat, est-ce que dans cette lutte-là, est-ce qu'il ne faut pas avoir une frontière pour que les victimes ne payent pas, les innocents ne payent pas le tribut? C'est ça le problème. Et que les biens de l'État restent, n'est-ce pas, protégés. Donc, lorsqu'on pose cette question, on voit très bien que on va demander plus de comptes à l'État du Cameroun. Lorsqu'ils seront devant l'Union africaine ou bien devant les Nations unies, on ne va pas les faire asseoir avec des terroristes. Que mon frère et ami me disent un seul jour, si le gouvernement du Cameroun s'est assis en rendant compte, en présentant son rapport, par exemple aux Nations unies, si on a demandé aux terroristes, venez présenter aussi votre rapport.
Non, à partir de ce moment-là, nous qui travaillons avec les Nations Unies et l'Union africaine, nous devons veiller à ce que le gouvernement va aller présenter là rentre dans ses missions de protection des biens et des personnes. Ça ne veut pas dire que nous ne condamnons pas, mais nous disons que les exactions commises par les terroristes et autres sont classées dans l'ordre de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ils vont être réglés. Ça va être réglé. C'est pour ça qu'il faut documenter. Ça va être réglé un jour lorsque il y aura peut-être un dialogue et qu'on va classifier les crimes. Parce qu'il y aura des crimes passifs, des crimes ceci, ceux qui... voilà, donc il sait que c'est comme ça que ça se passe. Absolument. Mais je pense que le rôle aussi, je pense que dire aussi ça, c'est peut-être de nous dire attention, ne nous tapez pas beaucoup dessus. Je comprends ça. Hein? Voilà, bah, il faut aussi lire entre les lignes. Attention, ne nous tapez pas aussi dessus. On va s'améliorer. Parce que, comme vous le savez, la première fois que le REDAC a fait une sortie sur les femmes qui s'étaient... les terroristes, enfin, les femmes de certains membres de nos forces de sécurité, les femmes à l'extrême nord et ces bébés-là, comme vous le savez, c'est le président de la République qui avait demandé une enquête. Parce qu'ils avaient déjà dit que ce n'est pas au Cameroun. Et après cela, l'école de guerre de Simbok nous a conviés à venir chaque année faire comment on appelle ça, une formation sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Parce que l'Union africaine avait à cette époque, n'est-ce pas, adopté des principes et directives sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Donc il fallait vulgariser ça pour que nos forces de sécurité, c'est eux qui sont sur le terrain. Là où ils peuvent faire attention, qu'ils fassent attention. Parce qu'ils sont sous pression, mais si on les accompagne, moi j'ai fait mieux encadré. Voilà, moi j'ai donné cette formation-là à l'école de guerre de Simbok et j'ai vu que ça a été un soulagement. J'ai laissé des documents. Et bon, après, unilatéralement, ils ont annulé. Je ne sais pas pourquoi. Et je le dis à mon ami, mon frère, à Tonfac, que je suis prête à recommencer, n'est-ce pas, ces formations-là, même psychologiques pour nos forces de sécurité. Et ça nous faisait être toujours ensemble. Et ça faisait que lorsqu'on sortait un rapport, c'était du temps du colonel Badjek, on lui faisait lire le rapport avant et nous donnait ces points qu'il ne souhaitait pas que ça sorte sur le rapport. Et on lui disait que non, on ne peut pas parce que c'est notre... Et quand on présentait le rapport, il venait pour, n'est-ce pas, pour défendre son point de vue. On a travaillé comme ça. Pourquoi on ne peut pas continuer dans cette lignée-là? C'est comme ça qu'il faut travailler avec la société civile. Ce n'est pas des adversaires, c'est complémentaire. Une forme de pont. Oui. Ou même si les regards ne sont pas en harmonie. Oui, mais au moins, dès qu'on se parle, on se comprend et chacun continue son rôle. Nous avons travaillé comme ça avec le colonel Badjek. Il est là, il peut certifier. Voilà. Et le général Paye peut certifier que je suis allé faire des formations au niveau de l'école Simbok sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Pourquoi on ne peut pas travailler comme ça? Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, dans la même mouvance, puisqu'on parle de vos actions, vous avez beaucoup travaillé sur les meurtres de Garbour. Oui. Il y a, je crois, environ 6 ans. Oui. Alors, tout récemment, le tribunal militaire de Yaoundé a condamné, entre autres, 3 soldats camerounais à des peines de prison pour leur rôle dans le meurtre d'au moins 21 civils dans cette région-là. Je le rappelle, hein, les peines vont de 5 à 10 ans, selon les responsabilités. C'est un soulagement pour vous?
C'est mitigé. D'accord. C'est mitigé, pourquoi? Parce que quand on voit quand même ce qui s'est passé en Gbagbo, moi j'ai rien contre les forces de sécurité, ils le savent, elles le savent. Mais lorsqu'on fait quand même ce genre, même si ce n'est pas intentionnel, c'est-à-dire il y a eu les femmes enceintes qui ont été assassinées, il y a tout un village à la limite décimé. Je pense qu'on aurait dû commencer par deux choses. D'abord, reconnaître au plus haut niveau. C'est-à-dire que ceux qui ont des commanditaires. Reconnaître ne veut pas dire la sanction. Culpabilité, pas d'accord. Non, ne peut pas dire la sanction. Oui, on reconnaît, on demande pardon. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, il faut savoir que ça peut ne pas... Nous pouvons ne pas payer, mais nos familles et les générations futures peuvent payer. Donc c'est quand même des familles meurtries où personne n'est venu leur dire « nous vous demandons pardon ». Et on a pris 3 militaires comme ça, qui sont les exécutants. J'aurais souhaité que les commanditaires demandaient, n'est-ce pas, pardon à ces familles, à ce village. Oui, mais le tribunal certainement... Et la deuxième chose, mitigée, parce qu'on ne voit pas l'indemnisation, n'est-ce pas, des victimes. À quoi ça sert de condamner des gens? Mais l'État a la responsabilité, n'est-ce pas? C'est l'État qui a la responsabilité de cette affaire-là. Donc il devrait au moins accorder, n'est-ce pas, une indemnisation. Une indemnisation. Hein, même pécuniaire, même morale. C'est-à-dire qu'on a fait comme si, bon, on jugeait des petits criminels qui ont commis des meurtres. Là. Encore, il y a des petits criminels qui prennent la perpétuité, 5 à 10 ans. C'est bien, il leur reste, certains leur restent 1 an. Absolument. Voilà, donc il va sortir. On aurait voulu autre chose. Un peu plus. Un peu plus. Pour pas sanctionner, mais comment dire ça, pour reconstruire. Là, ça va laisser des séquelles. Tout au moins pour les victimes. Pensez que... Et c'est comme ça qu'on crée des conflits. Des conflits latents. Les conflits latents. Les conflits, ce n'est pas forcément... que nous sommes en train de nous battre à la guerre, on arrête de... Mais des conflits latents. Ce sont des petites blessures. Les blessures qui s'accumulent, où on ne voit pas l'État qui sort pour dire au nom de l'État, nous vous demandons pardon. Et il y a peut-être une structure qui est mise en place pour vous indemniser. Passer, je ne sais pas, ministre de la famille, je ne sais pas, on crée quelque chose. Voilà ce que... C'est ce qu'on appelle généralement la justice transitionnelle. Hein, c'est-à-dire que les pardons avec des indemnisations, même la prise en charge psychologique. Absolument. Comment on va faire? L'encadrement des victimes. Comment on va faire? Alors je rappelle que selon Human Rights Watch, il y avait parmi les victimes 13 enfants. Et à l'époque, dès l'annonce de cette triste actualité, le gouvernement ne s'y était pas reconnu. Il avait démenti. Il y a eu tout un communiqué gouvernemental. Jusqu'à ce qu'on ait mis la pression, le président de la République ordonne, parce que nous avons écrit au président. D'une commission d'enquête qui a donc abouti à... N'oubliez pas souvent que vous partez sur un plan du Human Rights Watch, mais n'oubliez pas que ça nous a valu beaucoup, même les insultes sur les plateaux de télévision. Les voilà, il faut les arrêter, il faut brûler le radar, j'ai tout entendu ici. J'ai tout entendu. Il y a même eu des convocations. J'ai tout entendu. Jusqu'à ce que le président sorte pour dire c'est pas clair. Voilà, j'ai tout entendu. Alors quand on a et ce qui est marrant, c'est que quand le président sort et dit il faut qu'il y ait une enquête et que l'enquête nous donne raison, tu ne vois pas les mêmes qui vous vilipentent, qui vous traitent de tout pour dire vraiment... Ça vous heurte? Je veux dire, quand il n'y a pas cette forme de reconnaissance des actions que vous menez, quel est le sentiment quand on est un défenseur des droits humains? Non, ça heurte pas, mais ça donne...
c'est comme si le sentiment que tout est banalisé, même la vie humaine. C'est-à-dire que vous attirez l'attention sur quelque chose, tout le monde voit que c'est vrai, mais même quand le président, parce que si le président n'était pas sorti, je suis convaincu qu'on allait toujours nous raconter des histoires. Mais le président sort pour dire, j'ai vu une enquête, et là, il avait ordonné une enquête indépendante, impartiale. Parce que si c'était les enquêtes, va vite là, on allait venir nous dire que bon, ce n'est rien. Mais là, quand il s'est revenu, au moins l'honnêteté intellectuelle, moi je parle même de l'honnêteté, il ne faut pas banaliser la vie humaine. L'honnêteté intellectuelle est de revenir dire, attention, ces organisations-là, il faut peut-être même qu'on puisse être avec elles pour voir comment on peut faire pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Non, il y a certains Vatangais qui vont rester là en disant oui, mais même si c'est ça, ça ne veut rien dire. C'est toujours les déstabilisateurs. Mais tout est un amalgame. Pendant ce temps, il y a des victimes qui souffrent. Il y a aussi les forces de sécurité qui souffrent parce que je ne suis pas sûr que les forces de sécurité, c'est de gaieté de cœur qui vont tout le temps à cette guerre-là ou à ces guerres-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous laissez votre famille. Moi, j'ai des frères et des sœurs, enfin des frères qui ne sont plus jamais rentrés de ces guerres-là. Je suis sûr que dans chaque famille, il y a des frères de forces de sécurité qui ne sont plus jamais rentrés. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur. Et je voyais souvent quand ils veulent partir, ils font des prières, ils font tout. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a des bons d'un côté et il y a des mauvais de l'autre. Et c'est ça le sentiment que ça laisse, c'est-à-dire qu'il y a certains qui pensent qu'ils aiment plus le Cameroun que les autres. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr que si ces gens-là avaient subi le peu que dans mon militantisme j'ai subi, ils seraient partis depuis. Ils auraient me fui depuis le Cameroun. Donc, il faut souvent, de temps en temps, dire à ce genre de personnes d'arrêter souvent, n'est-ce pas, ce genre d'invective. Vous le dites avec colère? Oui. Là, je le dis avec colère. Il faut souvent qu'on arrête, n'est-ce pas? C'est même pas des invectives, mais c'est même de comment on appelle ça? Vous voyez des gens, des opportunistes, c'est ça le mot. Les opportunistes qui pensent que bon, en disant des choses comme ça, ils vont peut-être se lever pour dire mais j'ai bien parlé, j'ai bien insulté cette dame-là. Bon, ok, prends 50 000, va payer. Bon, il faut qu'ils arrêtent cet opportunisme-là. C'était votre coup de gueule. Nous pouvons être pauvres et être dignes. Donc il faut que pour la dignité humaine, que là où ça ne va pas, qu'on dise à ceux qui nous gouvernent que ça ne va pas. Et qu'ils puissent gérer cela. Donc en leur regardant dans les yeux. Cela dit, on revient rapidement sur, et pour finir cette rubrique-là, les scellés qui avaient été apposés sur l'époque du Redac. Cette épreuve a-t-elle fragilisé votre organisation ou l'a-t-elle davantage renforcée pour plus de... Les deux. Okay. Fragilisé parce que tu as des jeunes bénévoles qui travaillent 11 mois en débandade totale. Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a les bénéficiaires des projets. Je parle du Cameroun. On a fait des dialogues intercommunautaires, vous le savez, monsieur Dipita, dans les 10 régions, pour préparer quoi? Pour la cohésion sociale. C'est nous qui avions instauré l'affaire de la cohésion sociale, les propos haineux, vous le savez, formés contre les propos haineux, en ligne et hors ligne. Tout le monde, je vois aujourd'hui, qui prennent ça, les dialogues intercommunautaires pour arriver à la paix, à la réconciliation nationale. J'ai même entendu le chef de l'État l'a dit dans son discours d'investiture qu'il faut qu'on travaille main dans la main pour la réconciliation nationale. C'est depuis 2017 que l'on nous dit. Donc, on a mis en place des clubs de paix. Il y avait toute une dynamique avec le gouvernement canadien et je pense que le Quai d'Orsay aussi nous avait donné un peu d'argent parce que c'était un programme porteur. On a formé les médiateurs, les médiatrices. On a voulu commencer à former sur la justice transitionnelle. Et tout ce monde-là, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, et c'était difficile. Moi, j'ai vu des gens qui m'écrivaient en larmes. En larmes. J'ai vu. Je crois que c'est des choses qui m'ont moins fragilisé. Parce que j'ai vu. Et j'ai même vu certaines autorités avec lesquelles on a travaillé, les gouverneurs et autres, qui m'ont dit c'est pas possible. J'ai vu les Lamido et autres chefs traditionnels qui m'ont écrit pour me dire c'est pas possible.
j'ai vu le clergé. Donc, oui, j'ai vu ces jeunes-là. Je me suis dit, comment je vais faire? Le gouvernement ne donne pas un rond. Nous faisons comme ça pour venir les aider à lutter contre le chômage. Parce que vous savez, lorsque un jeune, il y a un projet et que vous prenez un jeune qui va gagner l'argent pour ce projet-là, c'est des milliers de personnes. Il y a la famille qui compte, ses amis. Aujourd'hui, dès que vous avez même 100 000 francs CFA, vous avez des besoins de plus de 300 000 francs. Et vous enlevez ça aux jeunes comme ça, du jour au lendemain, ça a été très dur. Ça a fragilisé. Mais maintenant, de l'autre côté, ça nous a donné plus de force pour dire que quelqu'un me disait, et j'ai beaucoup aimé la personne qui m'a écrit ce truc-là, qu'on ne jette pas le caillou sur on jette le caillou que sur un arbre qui produit les fruits. Voilà, merci beaucoup. Et il me dit, vous produisez les fruits, continuez comme ça. Et j'ai vu aussi, ça nous a boosté parce que beaucoup de gens nous ont apporté beaucoup de soutien. Les journalistes, voilà. Merci, je voulais vous dire merci pendant cette période-là. Vous tous, comme un seul homme, vous ne nous avez pas abandonnés. C'était dans l'incompréhension totale puisque vous nous accompagnez depuis 2010 et que tout est transparent au rédac, tout est bon enfant. Quand vous tous vous arrivez au rédac, c'est avec la joie, nous essayons de former. Donc, oui, ça nous a aussi boosté. Et je pense que plus que jamais, nous sommes solides. Et malgré, vous savez qu'au niveau mondial aujourd'hui, il n'y a plus de... Même au niveau mondial, les financements sont devenus rares. Aujourd'hui, nous comptons sur les privés. Et vous savez qu'on avait tout un projet vaste de la construction du centre. Absolument. Et vous avez procédé à la première pierre. La première pierre où les gens sont venus avec même le gouverneur du littoral, tous les administrateurs de Douala étaient là. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur et nous devons le construire. Parce que la société civile ne doit pas seulement être celle qui fait les activités, qui monte, qui descend. Il faut aussi qu'on laisse quelque chose pour la génération. Une maison des droits de l'homme construite pour que les associations qui n'auront pas assez de moyens pour payer l'électricité, enfin payer le loyer, ils peuvent faire des activités, ils peuvent avoir les bureaux et mettre seulement ensemble pour payer l'électricité. Les jeunes filles et femmes vulnérables, traumatisées par les conflits, par tous les conflits, conflits post-électoraux, parce qu'il y a leurs maris qui sont peut-être en prison, d'autres qui sont morts, etc., qu'ils viennent, n'est-ce pas, être pris en charge là-bas et qu'on les forme, par exemple, pour des activités génératrices de revenus, pour être autonomes, afin que... Voilà, donc, c'est tout... Il y a l'alerte précoce pour la prévention des conflits, parce que c'est tout un... On s'est rendu compte que en Afrique centrale, on est face au conflit. On ne fait pas de la prévention. Alors que si on a une alerte précoce, c'est-à-dire qu'on fait de la documentation, on voit qu'un conflit latent est là, on alerte précocement pour que les décideurs prennent des mesures. Par exemple, je prends les agriculteurs et les éleveurs. On sait que c'est des conflits latents. Donc on va voir, peut-être la sécheresse va être rude. Nous, on va prévenir pour dire qu'attention, à cette localité-là, il risque d'avoir la sécheresse, j'y arrive, et ça peut provoquer un conflit et qui va dégénérer, qui va faire mort. Donc, s'il vous plaît, prenons un peu, prenez des mesures. Donc, on adresse, n'est-ce pas, ce rapport-là, à qui de droit, pour peut-être créer un forage vite. Je ne sais pas, trouver une solution, peut-être une médiation, peut-être un dialogue. Donc, tout ce projet-là, c'était pour l'Afrique centrale. Et les autres pays que couvre le REDAC ont accepté que ce soit le Cameroun qui abrite, n'est-ce pas, ce centre. Donc, je pense qu'au sortir de ce qui nous est arrivé, plus que jamais, toute l'Afrique centrale, il y avait des réticences. Il y avait certains qui voulaient que ça aille en RCA, d'autres qui voulaient qu'on aille. Pourquoi au Cameroun, la directrice exécutive au Cameroun. Donc, ne pensez pas que c'est toujours facile, mais l'unanimité est revenue
lorsqu'on a eu ce problème pour dire peut-être que c'était bien vu, et moi je vais vous faire une confidence, dès que ce projet aboutit et que le centre est construit, je prendrai ma retraite. Ah. Oui. Parce que pour moi... Ce sera un aboutissement? Oui, pour les autres. D'accord. Oui. Un aboutissement personnel, mais un départ pour les autres. L'aboutissement personnel du travail, parce que j'ai toujours pensé qu'il ne faut pas travailler seulement pour soi, il faut travailler pour le long terme. Absolument. Voilà. Et donc, pour les autres aussi, pour qu'il n'y ait pas trop de tracasseries, parce que pour trouver des fonds pour payer un local, pour payer... Monsieur le député, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et puis à un moment donné, on te dit, bon, nous-mêmes, on nous a coupé le budget, le projet là, il n'y a plus. Donc il faut recommencer à zéro. C'est pas évident. Ou alors le projet à son terme, on a clôturé, on vous dit merci, c'était très bien passé. Donc c'est pas évident. Donc je pense que ça, d'abord, ça va régler le problème de ces jeunes-là qui sont des bénévoles. J'ai commencé, je suis bénévole, je sais ce que c'est. Je sais comment il fallait souffrir. C'est pour ça que je dis aux gens aujourd'hui qui demandent, Madame, combien l'argent? Si j'avais l'argent, ça devait être normal. Parce que j'ai quand même donné 30 ans ou 20 ans de bénévolat. Si aujourd'hui je peux jouir de ce que j'ai fait, je ne pense pas que je dois passer à quelqu'un. Cela dit, combien de temps encore pour construire Le plus tôt si j'ai de l'argent. Ah, ça par les travaux contre... sont arrêtés en ce moment, non? Oui, parce qu'il nous faut de l'argent. Ah, d'accord. Les travaux ne peuvent pas être arrêtés, mais le problème c'est que nous n'avons pas de financement pour ça. Donc, on est en train de... Il y a des gens qui ont donné des dons, mais ce n'est pas suffisant. C'est quand même un gros investissement. C'est un gros investissement. Ça ne coûte pas 25 000 francs CFA. Là, c'est un gros investissement. Si ça coûte pas 25 000, c'est 25 milliards? Non, du tout. Non, c'est dans les 400 millions. D'accord. Oui, il y a 3 bâtiments. Il y a le bâtiment principal, il y a le bâtiment pour les chercheurs, il y a le bâtiment pour l'aide précoce, il y a le bâtiment pour les refuges, les formations, les médecins. Donc, c'est ambitieux, mais je pense que, comme je parle ici à entretien avec M. Dipita, que ce qui... C'est pas le lieu de faire un appel. Non, je n'ai pas fait un appel de dons et autres. Non, ce n'est pas l'endroit. Non, ce n'est pas le don, c'est simplement que ils ont entendu. C'est tout compris. Ils ont entendu. Alors, un sac de ciment, ce n'est pas un don. D'un conflit à un autre, le REDAC est au tribunal avec le prophète du Fourie. Oui, bon. Suite à l'abri des scellés. Oui. Parce que pendant cette période assez délicate, où l'autorité administrative avait scellé vos locaux, la présidente du conseil d'administration, maître Alice... La coprésidente. La coprésidente, pardon. Du conseil d'administration. Il ne faut pas usurper les titres. Hein? Non, pas du tout. Parce que le président peut dire que mais vous les Camerounais, là, vous faites vos choses. Non, c'est la coprésidente. Elle a été présidente, mais là, elle est coprésidente. Vous faites bien de me recadrer. Voilà. Alors, elle allait briser les scellés. Illégalement. Et l'autorité administrative vous a... Convoqué. Convoqué d'abord. Et puis l'affaire s'est finalement retrouvée au tribunal. Alors, vous êtes donc engagé dans ce contentieux. Aujourd'hui, où en êtes-vous? On ne devrait pas être dans ce contentieux. Je dis toujours ça. On aurait dû régler ça avec le préfet. Comme j'ai dit, le dialogue, nous écouter. Parce que tout ça, qu'est-ce qu'on veut? Je cherche un vainqueur et un vaincu. Bon, on verra bien. On ne commande pas les affaires de la justice pendant. Et on verra bien. Si on veut absolument un vainqueur et un vaincu, on verra bien. Et le peuple avisera. Et les journalistes aviseront. Bon, mais l'affaire est toujours en cours, elle est enrôlée. Oui, le 2 mars. Les audiences se tiennent. Il y a une audience le 2 mars pour les réquisitions du ministère public. Peut-être qu'on sera fixé. Au moins, toutes les parties sont présentes. Le préfet... Non, le préfet, il est dans son bureau. Même pas ses avocats. Il n'y a que le procureur devant nous, on ne voit personne. Mais bon, c'est ça qu'il faut... C'est pour ça que j'ai dit on aurait dû faire ça autrement, parce que une fois de plus, vous voyez l'administration,
comment... c'est un peu... C'est difficile. En plus, parler de ça pour une administration qui doit être respectée, moi, ça me fait de la peine. J'ai pas envie vraiment de parler d'une administration dont je sais qu'il y a des gens respectés, respectueux dedans. Donc, je préfère vraiment ne pas en dire plus. Et... Est-il tard pour vous les deux parties de se retirer et de revenir à l'amiable? C'est pas de notre, c'est pas nous, c'est à lui, c'est lui qui a porté plainte. Soit il retire la plainte et il dit bon je retire, il peut retirer, mais bon, de toutes les façons comme j'ai dit, pour une administration où je sais qu'il y a des personnes respectées et respectueuses, je préfère ne pas faire, n'est-ce pas, ce genre de commentaires. Mais je dis, on aurait dû éviter cela. Alors, parce que un préfet, c'est un être humain. Ses droits peuvent être violés demain. Une organisation de défense des droits de l'homme, c'est une entité. Donc, ses droits peuvent être violés demain et l'organisation qui va, n'est-ce pas, faire à ce que ses droits soient respectés, ça sera le REDAC. On a connu ça avec certains quand ils étaient dans l'administration. Mais après, c'est le REDAC qui était derrière pour dire que non, par exemple, le procès n'est pas équitable ici. C'est pas menace. Non, je donne... Relatez les faits. Non, c'est pas le menace. Je voudrais simplement dire que évitons de penser que nous ne sommes pas des êtres humains et que nos droits ne peuvent pas être bafoués demain et que des personnes... Parce qu'une association est pérenne. Hein? Absolument. C'est à but non lucratif. Donc, les hommes, ça peut, nous, et même aussi l'administration, c'est pérenne. Mais les hommes peuvent passer et vous pouvez vous retrouver où vos droits sont menacés. Et l'association est obligée, je dis bien obligée, de vous venir, n'est-ce pas, en aide. Absolument. Donc, il faut faire un effort d'éviter, n'est-ce pas, que les administrés, un administré et son administrateur, surtout c'est les personnes qui s'occupent des droits de l'homme, soit au devant des tribunaux pour des choses dont on pouvait gérer, n'est-ce pas, dans un dialogue social formel ou même informel. Pourquoi? Alors, parce que lorsque par exemple, le préfet a voulu déplacer notre convocation, c'est de manière informelle qu'il nous a fait appeler par le premier adjoint et on lui a concédé cela. Même à partir de là, il allait voir qu'il y a quand même... Parce qu'on aurait dû aller dire que non, c'est vous qui nous avez menacé, que si on ne vient pas... Donc nous venons le 16. Mais nous avons concédé ça en disant, si quand même l'autorité est venue vers nous pour dire que ne venez pas, j'ai ceci, c'est pour nous un certain accalmie, un certain apaisement. Pourquoi après revenir comme si on est en guerre? On n'est pas en guerre. Même si on partait en prison, les gens partent en prison, ressortent. Il y a certains qui ont fait 20 ans, là ils sont sortis et je les vois à sourire. Donc, si c'est ça le vainqueur, le vaincu, mais on verra bien. Certains qui ont fait 20 ans en prison, vous parlez certainement, j'ouvre une brèche comme ça. Non, il y a même... Les récentes libérations. Non, il y a aussi même les gens comme les Titus et Joa, tu sais très bien, et vous savez très bien, et même comment on l'appelle, il a fait 17 ans, et même Tira Tangana. Et vous savez que le REDAC a été de toutes les batailles pour la sortie de Tira Tangana. Et je vais vous dire que le jour où Tira Tangana devait sortir, lui-même ne savait pas. Il était étonné quand je lui ai dit que je pense que... Mais parce que... On travaillait comme ça, avec des autorités, on faisait le plaidoyer, on leur disait que vraiment, regardez vous-même. Il y avait une âme. Là, je suis peinée, j'ai l'impression que même l'âme des grands commis de cet État n'existe plus. Et c'est dommage. Un mot pour la COPCA, Maître Alice, comme qui est d'ailleurs sur plusieurs fronts. Hein. Oui. Elle est dans ces batailles-là, concernée par ces démêlés judiciaires. La pauvre, à son âge. Parce que j'ai aussi dit, je vais vous le dire, est-ce qu'on avait besoin de traîner Maître Alice comme à 80 ans devant le tribunal? Un fils. Moi, je ne sais pas. Moi, encore, on peut dire que c'est là. C'est une... Mais elle, on avait besoin de ça. En plus, elle a beau dire aux gens que Maxime n'était pas là.
Cette femme-là, je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument me la coller. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Bon, d'accord, je peux penser que moi, c'était parce que, voilà, mais elle leur a dit, elle a écrit, elle n'a jamais été là. Tout le monde, même vous tous, vous étiez là. Je n'ai jamais été là. Je dis que j'étais avec mes enfants, j'étais en train de trembler en voyant... La directrice exécutive. Oui, mais justement, la directrice exécutive... Vous êtes le visage de l'entité morale. Non, pas du tout. La directrice exécutive exécute les ordres du conseil d'administration. C'est-à-dire que si le conseil d'administration me dit, par exemple, là je suis en entretien avec députés, on a discuté. Ils m'ont dit, si tu sens ton corps, parce que ça aussi, on évalue depuis. Ils m'ont dit, bon, peut-être cette sortie va te permettre d'évaluer si tu peux encore, tu peux tenir, mais sinon, dès que tu sens que c'est pas ça, il faut dire à M. le député de couper. Mais bon, donc je vois que je tiens. C'est pas ça. Je ressens ça moi-même, mais je vais encore prendre un peu de temps. Peut-être après vous, je vais prendre même encore 2 mois sans être dans le même. Mais, donc, lorsqu'il s'agit des questions comme celle-là, c'est le conseil d'administration qui est devant. Ce n'est pas moi, parce qu'ils peuvent me révoquer demain ou après-demain. Les statuts sont clairs. La directrice exécutive ou le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration qui peut le ou la révoquer à tout temps. Donc, en réalité, elle leur a dit ça à maintes reprises. Donc, je ne sais pas pourquoi il fallait absolument me lier à elle, mais je sais que c'est ma mère et je l'aime beaucoup. Et moi, ça me fait plaisir d'être à ses côtés pour ces batailles-là, parce que ce ne pouvait pas être normal qu'elle soit seule à ces batailles-là. Je suis très fière d'être à ses côtés pour mener cette ultime bataille que je dis et qu'on aurait pu, n'est-ce pas, s'en passer. Alors, parlons peut-être des questions d'intérêt général maintenant. Et elle va bien, parce que si c'était la question, elle va bien. Ah d'accord, voilà qui rassure. Oui, elle va bien. Encore prête au combat? Je pense que elle a son âge. D'accord. Mais elle ne baisse pas les bras. Comme chaque personne de son âge, il y a des moments de... Voilà. Mais elle n'est pas malade, sauf les bobos de gens de cet âge-là. Et je pense que elle veille à ce que, comme je lui ai aussi donné mon cahier de charge, je leur ai donné mon cahier de charge de la construction, elle veille à ce que je sois en santé pour que je mène ça jusqu'au bout. Elle veille aussi à ce que les activités du REDAC, elle a son autre front personnel, comme vous le savez, et il y a des moments... Il y a des moments, je lui dis, je ne suis pas d'accord, mais bon, vous savez, c'est une mère. Et bon, quand je lui dis, mais tu aurais dû, tu sais trop beaucoup de choses pour toi. Tu vois pas que... Elle me dit, occupe-toi de tes combats. Occupe-toi du REDAC. Occupe-toi du REDAC. Bon, je dis, amen. Donc et la connaissance têtue, quel que soit ce que je vais, les petites phrases que je vais introduire, ça ne peut pas passer. Donc, Maître Alice, comme on le rappelle, est porte-parole... Ouais. De Issa Tchouma. J'ai même vu qu'on a voulu la déstabiliser aussi avec les fake news où on disait qu'on l'a enlevé, on a fait cela. Vous voyez comment... Je ne comprends pas pourquoi on arrive à ce stade-là. Je ne sais pas. Quelqu'un a dit qu'on a traversé le remède. Bon. Maître Alice Kambaki, évidemment, nous renouvelons à titre personnel l'honneur qu'on a de l'avoir comme aîné, comme maman. Oui. Oui. Et c'est une maman adorable. Elle nous le rend bien, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une maman adorable. Absolument. Il faut être à ses côtés pour savoir que c'est une maman adorable. Maman poule. Et contrairement à ce que les gens pensent, qui a tout donné, y compris de son argent, qui n'a pas un rond. Absolument. Oui. Mais elle m'a dit ceci. Donc, c'est son secret. Elle m'a dit, ne dites pas que nous n'avons pas d'argent, hein, parce que là, je viens de dire qu'elle n'a pas un rond. Je m'excuse. Elle m'a dit, chaque fois qu'on te demande si tu as un, tu dis oui, n'a-pas. Si c'est aussi facile à aller chercher. Elle me dit, comme ça va faire à ce qu'on ne te posera plus ce genre de questions, tout ce que tu as déjà dit. Donc, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas d'argent. Hein, elle en a. Il vaut mieux savoir qu'elle en a. Oui, il faut mieux savoir qu'elle en a. Donc, voilà. Alors, quittons de ce sujet pour parler des dernières élections, donc, et tout ce qui est arrivé après, les contestations, les manifestations, donc, ce qu'on appelle la crise post-électorale, les morts.
Ouais. les incarcérations, les procès en Ouais. cours, Tout ça pour ça. le départ d'Anissé Kané, Ouais. dont le corps vient d'ailleurs d'être remis à la famille, C'est mon mentor. qui sort, voilà. Ouais. Alors, vous, quel regard portez-vous avec du recul à toute cette période-là? C'est vrai que je n'étais pas là, comme vous savez, mais j'ai quand même... C'était les moments difficiles pour moi, hein, je peux vous dire. C'est des moments où j'étais vraiment pas en santé, donc je ne suivais pratiquement rien. Mais depuis que je suis là, j'ai quand même observé. Moi, j'observe l'environnement. J'ai été des combats en 90, 91, l'élection présidentielle en 91. La violence de l'élection 2025 m'a laissé perplexe. J'ai vu des photos des chars dehors et autres. J'avoue que je ne comprends pas. J'arrive pas. Chaque fois je suis assise, je voudrais qu'on m'explique, je ne comprends pas. Et c'est l'élection où il y a eu beaucoup d'argent avec l'apport des Nations Unies qui a accompagné Elekam. Enfin, l'administration pour des élections transparentes, libres, pacifiques. C'est beaucoup d'argent. Mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi? Alors, et puis j'ai vu des personnes arrêtées. Je suis meurtrie. Et là, je vous dis, je coule les larmes. Je coule les larmes, monsieur Dipita. Là, c'est sincère, là. Tu as vu les petits-enfants qui sortent des quartiers populaires, 14 ans, 16 ans, qui n'ont pas de carte d'identité. Les parents n'arrivent pas à manger. On les prend 600, 700 dans une prison comme Goma. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on ne peut pas laisser ces enfants, même s'il fallait les punir, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on les a punis, rentrer chez vous? Comment on a pu se décider? Comment nous ne pouvons pas avoir, n'est-ce pas, ce gain d'humanisme là pour les enfants de cas? Ça me rappelle mes enfants, lorsque j'ai vu que quelques militaires ont violenté un enfant de 11 ans sexuellement. J'étais meurtrie. Je suis meurtrie. Et vous voyez que les gens ont souvent dit que je ne pleure pas, que je suis une femme qui est trop dure. Mais vous voyez que ça vient seul. Parce que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ces enfants qui sont couchés à même le sol. Je ne peux pas comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne peux pas comprendre que la politique est devenue la guerre. La politique ne peut pas devenir... C'est un jeu, mais un jeu et des enjeux. Je vous ai pris l'exemple de la Centrafrique. Lorsqu'on a déclaré le président Touadéra vainqueur, il y a eu des petites manifestations. Il a demandé de rencontrer comment vous appelez ça? Je perds même. L'opposant? Oui, le challenge, le premier challenge. Il est venu au palais. Ils se sont salués. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je ne suis pas dans les... Mais tout le monde a vu. Pourquoi on ne peut pas appeler tous ces opposants-là pour s'asseoir, pour mettre en place... De toutes les façons, nous sommes là dans un couloir de transition. Tout le monde le dit. Tout le monde voit cette situation, ce couloir-là. Pourquoi on ne peut pas commencer ensemble à gérer ça? Pourquoi on ne peut pas pardonner? Pourquoi les cœurs sont devenus noirs au Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne sommes plus les frères de paix et travail, patrie, indivisibles, ou alors c'est quand ça arrange à certains, ces petits-enfants. Vous savez de quel cas... Moi, depuis que je suis là, j'ai fait envoyer des gens parce que j'ai du mal à affronter cela. Mais je suis allée dans leurs quartiers respectifs, parce que quand on m'a donné la liste, je suis allée dans leurs quartiers respectifs. J'ai vu les conditions dans lesquelles certains parents vivent. Certains même n'ont pas de parents ici. Il y aurait même des Tchadiens dedans et des Centrafricains.
même, est-ce qu'on ne peut pas faire le tri en disant, ceux qui ont cassé, les voici. Encore que si c'est des enfants. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux un homme d'affaires qui a dit que si vous avez arrêté des gens qui ont cassé ma poissonnerie, moi, libérez-les. Parce qu'ils avaient faim. Donc, on regarde un peu le profil. Pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est des choses qu'on peut faire avec la société civile. On peut dire à la société civile, allez faire avec vous, on fait l'identification des jeunes là qui marchaient. Certains même marchaient, ne savaient même pas pourquoi ils marchent. Parce que certains là-bas ne comprennent ni français ni anglais. Ils n'ont même pas de traducteur. Vous les amenez dans le tribunal militaire pour en faire quoi? Pour défaut de carte d'identité. Alors, à côté de tout cela... Est-ce que vous trouvez ça, vous trouvez pas ça fort? Issa Chirouma, donc, lui, continue de revendiquer la victoire à cette élection. Comment analysez-vous cette posture? Mais c'est normal. On a eu ça en 91, comme on l'appelle, Foundi a revendiqué son élection pendant au moins 2 ans, vous le savez. Jusqu'à ce que le président trouve un jour un compromis pour le rencontrer. C'est l'histoire. Donc Issa Chirouma considère qu'il a gagné les élections, mais il va les revendiquer. Et c'est là que je dis encore, qu'est-ce qui bloque pour que les gens se parlent? Dans les pays normaux, quand tu dis j'ai gagné les élections, quand on dit que vous n'avez pas gagné, on vous montre des procès-verbaux, alors on s'assoit. Mais comme on ne fait pas une répression au faciès. Moi, j'ai la liste des personnes arrêtées. La plupart viennent du Grand Nord. Et les jeunes, je dis la plupart. On a saupoudré aussi avec quand même. C'est comme si on a mélangé. Maintenant, excusez-moi, je ne suis pas... Non, si vous vous excusez, autant ne pas en parler sous cette angle. Non, ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas parler des tribus, mais c'est ça que... Autant ne pas... Voilà. Oui, mais deux communautés... C'est compris, oui, absolument. 2 communautés sont majoritaires dans ces arrestations-là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, notre devise a toujours été tout ce qui nous unit, tout ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et on peut y arriver. Nous, on a une proposition concrète de vraiment de nous mettre ensemble. Depuis, on parle de ça, même devant vous, j'ai parlé de ça, la commission vérité, justice et réconciliation, avec en exergue, n'est-ce pas, la justice transitionnelle. Aujourd'hui, tous nous donnent raison. Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui aller vers là pour, n'est-ce pas, une fois de plus sortir du pays dans des difficultés? On se trouve dans les difficultés. Il n'y a plus de... Tout le monde le dit. Ce n'est pas une invention encore du REDAC ou de Mme Gompin-Maximienne pour qu'on me tape dessus demain. C'est palpable. Absolument. Alors, à côté de cela, parmi ceux qui sont toujours en détention, vous avez Dominique Djekam Tchameni, par exemple. Terrible. Parfait Voum. Oui, vous avez Parfait Voum. Ludovic Daga. Pour les visages les plus connus, le chauffeur de monsieur qui conduisait Anissé Kane durant toute cette période. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qui avait été mobilisé contre paiement d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on lui... Voilà, le nommé Njoya Aruna. C'est pour ça que je pleurais tout à l'heure. Vous voyez bien que Njoya Aruna, comme je disais, je ne veux rien dire, mais vous n'avez rien entendu. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Donc, si j'ai mes problèmes aujourd'hui, mon chauffeur va avoir... Quel est son... Pourquoi? Vraiment, c'est pour ça que vous m'avez vu couler les lampes, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Djekam Tchameni, connu de tous. Les personnes comme ça, on peut même leur dire, bon, les résidences surveillées, en attendant de voir plus clair. Pourquoi on peut mettre un Djekam Tchameni, Parfait Voum, mais tout ce monde en résidence surveillée jusqu'à ce qu'on voit plus clair. Qu'est-ce qu'il y a de porte? En plus, il y a une prison ici à
à Douala. Qu'est-ce que de déporter des gens à Yaoundé, les mettre là-bas, loin de leurs familles respectives? Ça coûte. Et même les mettre en prison, ça coûte aussi aux citoyens. Ça coûte à l'État. Parce qu'il faut les nourrir. Il faut les nourrir, il faut les soigner s'ils sont malades, même si ce n'est pas les grands soins, mais c'est quand même les soins. L'argent vient d'où? C'est l'État. Il faut les porter avec le camion pour les amener en justice. Il faut payer les avocats de l'État. Tout ça, c'est toujours l'argent, c'est notre argent. Pourquoi ne pas trouver qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi ne pas trouver des formes de discussion, de dialogue? Pourquoi ne pas trouver ça? Alors, en tout cas, pour nous, nous pensons que tout ce monde doit être libéré. Purement et simplement. J'entends souvent les gens dire l'élection est derrière nous. Si l'élection est alors derrière nous, tant qu'on continue à les amener devant les tribunaux militaires, l'élection ne sera pas derrière nous. Il y a eu des casses. L'élection ne sera pas derrière nous. Oui, mais il y a eu des casses. Mais des casses, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut identifier des casses avec des profils. Par exemple, les enfants qui ont cassé parce qu'ils avaient faim. Il y a quelqu'un qui est sorti pour dire que laisser ses enfants, ils avaient faim. N'est-ce pas? Les autres, c'est des profils, parce que dans toutes les manifestations, que ce soit ici ou ailleurs, il y a toujours des casseurs qui s'y mixent. Tout le monde le sait, qui s'y mixent, parce que ils profitent de cela. Ils ont leur intérêt. Alors, cela dit... Tout le monde le sait. Donc, il suffit seulement de faire le profil. On saura, si on veut être vraiment rigoureux, on saura que ça, c'est un casseur qui n'était pas un manifestant. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé a donc ordonné la remise du corps d'Anissé Kane à sa famille. C'est un argument de soulagement. De soulagement. D'abord, pourquoi le corps était d'abord scellé? Un corps est déjà mort. Il fait encore peur à qui ou à quoi? Tout le monde a demandé une autopsie. Et puis, et même pour la justice militaire, c'était de savoir au moins les circonstances. Moi, je suis un peu embêtée. D'accord. Je suis embêtée. Anissé a été, pour moi, des années, quand j'avais 17 ans, c'est des gens qui nous ont beaucoup formés. Et je n'ai pas envie de ressombrer par sa mort. Ça m'a fait beaucoup mal. Je suis embêtée parce que Anissé Kane était faible. Une fois, vous l'avez, c'est Léla qui l'a reçu et on l'a même... Non, c'était vérité. Oh, oui, reçu. En fait, Léla l'a reçu, mais nous l'avons également reçu ici. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, lors de son dernier passage à une chaîne concurrente, où on l'a insulté ici, qu'il ne faut plus qu'il boive, alors que Anissé Kane n'a jamais bu même une bière. Ceux qui le connaissent, moi je le connais, il buvait de l'eau, ou bien le quinqueliba, les trucs comme ça pour... Donc tout le monde savait qu'il était malade. Là encore, j'ai dit, pourquoi on ne pouvait pas le laisser dans une résidence surveillée pour qu'il soit en santé? Alors, à ce moment-là, il serait mort de sa mort naturelle. Parce que s'il était dans sa résidence surveillée et qu'au bout d'un moment, il est mort, c'est une mort naturelle. Mais là, il meurt unilatéralement. Les gens qui l'ont arrêté, c'est les mêmes qui font l'autopsie en dehors de la famille. C'est les mêmes qui viennent dire que... La famille était invitée, non, la famille n'a pas jugé. La famille j'ai vu la lettre. C'est sur les réseaux sociaux que nous lisons maintenant. J'ai vu que au nom de la famille, les avocats, la famille avait demandé qu'elle ne voudrait pas qu'on fasse l'autopsie sur le corps de leurs parents. Ou alors, s'il y a autopsie, qu'on laisse qu'ils choisissent aussi, enfin qu'ils amènent aussi des comptes. Mais c'est normal. L'autopsie, c'est quoi? C'est que des deux parties, on fait en présence des deux parties. C'est-à-dire qu'un médecin des deux parties vient pour corroborer ce qui va sortir. Donc, ce qui va sortir sera inclusif. Absolument. Il n'y aura pas de contestation. Là, aujourd'hui, lorsque l'État a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas dû... La famille avait demandé qu'on décale
qu'on décale le jour de l'autopsie. Elle n'avait pas dit elle n'avait pas refusé. Elle n'avait pas refusé. Elle avait dit qu'on décale pour pouvoir, pour leur permettre de faire venir aussi Un contre-expert. pour que le jour-là, les deux soient là. Lorsque vous ne faites pas ça, toute la suspicion, là, ça peut même être vrai. Écoutez, moi, je veux même, en disant que ça peut même être vrai, mais comme vous avez fonctionné, comme vous avez fonctionné là, qui peut croire? Pas vous dans tous les cas. Mais personne. Même le Bayam Selam, qui ne comprend rien. C'est-à-dire que je meurs là. Je meurs. Je ne dis même pas qu'on m'a arrêté, c'est pas ça. Je meurs. Je meurs dans des conditions. Et on dit qu'on veut faire l'autopsie peut-être parce que quelqu'un m'a jeté. On m'a jeté peut-être le caillou, je suis tombé, je suis morte. Donc la personne dit, on veut faire l'autopsie. La personne amène ses médecins. Moi, ma famille dit, attendez d'abord, moi aussi. On dit à ma famille, non. On va. Donc c'est la personne qui m'a cogné, qui va faire l'autopsie et qui va dire après que bon, l'autopsie là, comme vous voyez là, moi, je n'ai rien fait. Elle est morte de sa propre, de mort naturelle. Je pense que même si c'est un peu tiré sur... Vous avez des appréhensions pour ces obsèques en attendant que la famille publie ou alors communique sur le programme officiel? Moi, je n'ai pas des appréhensions. Anissé, c'est un militant. Anissé, c'est quelqu'un qui a marqué la vie publique. Il faut que les autorités laissent que les obsèques d'Anissé soient encadrées, mais qu'ils laissent que tout le monde le pleure. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a commencé la politique en 2015 ou 2000. C'est quand même une figure emblématique. Donc probablement, ses amis à l'étranger seront là. Ses amis de lutte viendront de l'Afrique, de partout. Il faudrait que les autorités prennent les dispositions pour laisser... Moi, je pense que ce n'est que comme ça qu'il faudrait faire pour que que tout le monde nous enterrons en essai dans les bonnes conditions. J'ajoute que j'avais fait une proposition à l'époque pour des manifestations pacifiques. J'avais dit que lorsque vous allez à Genève, il y a une place là, où il y a une place des droits de l'homme. Vous allez voir une chaise cassée. Tout le monde vient là le matin et en face, c'est les Nations Unies. Tout le bâtiment en face. Tu arrives le matin à 5 heures. Les Palestiniens finissent. Les Israéliens viennent. Tout le monde vient pleurer. Mais dès qu'ils finissent par... les Africains, les Ivoiriens, les Camerounais, tout le monde vient là. Et dès qu'ils finissent de dire ce qu'ils ont à dire, ils sont soulagés. Ils rentrent sans qu'on ne vienne leur dire, vous faites quoi avec leur drapeau? On peut faire ça ici. On peut dire, bon, vraiment, quand vous voulez manifester, on comprend. Allez ici. Parce que les Camerounais suffoquent, ils ont besoin de dire des choses. Laissez-leur dire des choses. Ils vont arriver le matin, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, ils vont rentrer. Et ça va même aussi déstresser et ça va jouer sur la santé mentale. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale au Cameroun. On ne s'en rend pas compte. Parce que les gens ressassent, parce que les gens suffoquent, parce que les gens n'ont pas de lieu. Parce que chacun a peur, si je dis, on va dire quoi? Donc, il faut on peut créer ce genre d'espace pour permettre aux gens d'éviter même la santé mentale. Maximilien, l'émission est finie. Marie, encore une question pour vous. Je vous en prie. Après tout ce parcours, Ouais. après toutes ces luttes, toutes ces blessures. Mais toutes ces reconnaissances aussi. Oui, souvent, j'ai arrivé, souvent émietté de quelques reconnaissances, de quelques joies, qui c'est peut-être un combat abouti, la libération des personnes que vous défendez, de quelques condamnations pour les bourreaux. Qu'est-ce qui vous motive encore des lois aujourd'hui? aussi. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à poursuivre ce combat? Je peux dire que c'est naturel. C'est naturel. Et puis ce qui me motive, c'est que j'ai espoir de voir une Afrique centrale développée, pacifique. Comme quand vous partez par exemple au Ghana, même par exemple en Zambie,
vous voyez, il y a des difficultés, mais il y a la joie de vivre, il y a des routes, il y a des associations qui discutent. Moi, c'est ça qui me motive. Et ce qui me motive aussi, c'est de ne pas laisser la génération future dans l'impasse. Hein, c'est de leur léguer quelque chose qui les structure pour continuer. Et ça me fera plaisir. Ce combat pour vous, il est encore plus difficile parce que vous êtes une femme, ou alors vous vous dites, même étant un homme, les difficultés auraient été... Non, encore une femme, c'est encore pire. Les hommes ont ça, mais les femmes, c'est pire. De toutes les façons, comme vous le savez, la femme doit faire 5 fois plus, démontrer 5 fois plus que l'homme. Mais je ne me suis pas toujours considérée comme une femme marginalisée. J'ai toujours considéré comme une femme qui fait ce qu'elle a à faire, malgré, n'est-ce pas, ces petits soubresauts de la vie de quelqu'un. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté ce témoignage exclusif après tout ce moment passé loin de l'action, loin de vos activités, loin des médias, et au moment où vous avez choisi de revenir un peu dans l'espace public. Merci d'avoir également apporté votre lecture, votre analyse de l'actualité récente. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Maximilienne Gombe est donc la directrice exécutive du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. 90 minutes avec elle. On a eu beaucoup de plaisir, évidemment, à partager son expertise. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de